Parfait. Patrice, c'est à toi. OK. Bonjour tout le monde. Je suis content que finalement on est tous les cinq ensemble pour présenter le projet sur lequel je travaille depuis maintenant quelques mois. Donc, avant de commencer, j'aimerais simplement faire une petite mise en situation pour commencer ça sur une note légère. Donc, imaginez-vous que vous êtes propriétaire d'une terre et que vous avez deux étangs sur votre terre. Dans la première, ça grouille de vie, de diversité aquatique. Il y a même votre poisson préféré. Mais c'est aussi le poisson préféré de tous vos amis, finalement toute la ville. Toute la ville aime beaucoup ce poisson-là. Le deuxième étant, par contre, l'ancien propriétaire a un petit peu malmené. Puis, il y a aussi pas de poisson, mais il est problématique parce qu'il faut souvent prendre des poissons du premier pour les mettre dans le deuxième, pour que ça se maintienne finalement. Donc là, vous vous demandez pourquoi, c'est quoi le problème, puis qu'est-ce que je pourrais faire pour faire en sorte que je n'avais plus besoin de transférer les poissons, que mes deux étangs fonctionnent bien. Donc, c'est un peu une manière très, très simpliste d'expliquer mon projet de maîtrise qui n'est pas sur une terre, mais bien sur la ceinture argileuse canadienne. Puis, on étudie le doré jaune et ses populations. Donc, je vais commencer par une bonne nouvelle. Donc, selon le Living Planet Report 2022, les populations d'espèces d'eau douce auraient descendu de 83% depuis 1970. Donc, c'est un grand, grand déclin. Il y a plusieurs raisons à ça. Les principales étant la pollution de l'eau, la perte d'habitat et la surexploitation. Et aussi l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Donc, ça peut donner des bons mal de tête, notamment aux gestionnaires, mais aussi à finalement tout l'écosystème qui est complètement chamboulé par ces espèces-là. Pour continuer avec les poissons, ils ont plusieurs rôles importants, que ce soit pour la société ou les écosystèmes. D'abord, pour les écosystèmes, ils sont des régulateurs des réseaux trophiques en étant souvent présents et souvent les pièces centrales. Les espèces sentinelles, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, juste un poisson en étant présent ou une espèce va donner beaucoup d'informations sur l'état de l'écosystème ou ses caractéristiques. Et finalement, la régulation du flux de carbone des océans, c'est aussi très important parce que les poissons, en étant autant nombreux et en étant composés de carbone, et ça, avec leur mouvement migratoire et tout ça, ça contribue grandement au flux de carbone. Pour les sociétés, les poissons, c'est 20% de l'apport en protéines à 3,3 milliards de personnes. C'est beaucoup de personnes. Puis, dans certains pays, c'est encore plus que ça, comme le Bangladesh ou l'Indonésie, que ça va jusqu'à 50%. Au Québec, les poissons, c'est 5 766 emplois, 803 millions en dépenses et 143 millions en revenus fiscaux. Et ça, c'est juste pour l'année 2015 et pour les activités de pêche récréative. Donc, c'est seulement pour ça. Donc, la pêche en eau douce au Canada, c'est important. Et le doré jaune, ça tombe bien, c'est l'espèce dominante. C'est 26% des captures récréatives et 55% de la valeur commerciale. Mais pour ça, il faut savoir aussi que c'est inégalement réparti dans les provinces. Par exemple, ici, là, en Abitibi ou sur la ceinture argileuse, mais c'est un poisson qui est très dominant à cause de sa bonne adaptation au milieu turbide et à voir dans le noir parce qu'on a beaucoup de lacs turbides ici en Abitibi et sur la ceinture argileuse. Par contre, malgré le fait que ce soit vraiment l'habitat idéal pour lui, il y a quand même plusieurs populations qui ont été perturbées, notamment ici en Abitibi par toutes les activités minières, également toutes les activités humaines finalement, comme les municipalités, en fait les industries et tout ça. Ça fait en sorte qu'il y a plusieurs mesures de restauration qui ont été nécessaires. L'ensemencement en est un bon exemple. Alors moi, je voulais me demander, c'est quoi les conditions nécessaires pour favoriser le maintien des populations de doré jaune sans ensemencement? Donc, c'est la revue littérature. C'est la question que je me suis posée pour ma revue. Donc, après avoir fouillé assez longtemps, je me suis rendu compte que c'était assez complexe. Il y a beaucoup de facteurs qui sont souvent interreliés, puis ça dépend beaucoup des endroits. Toutefois, il y a vraiment deux facteurs fondamentaux qui reviennent tout le temps. C'est premièrement l'habitat, que ce soit dans la structure physique ou la qualité de l'eau. Et deuxièmement, les ressources alimentaires. Donc ça inclut toutes les relations de prédateur-proie et aussi de compétition. Et tous les besoins d'habitat et ressources alimentaires sont variables selon l'étape du cycle vital. Donc, si on parle du jeune de l'année, du juvénile ou de l'adulte. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre comment le cycle fonctionne. Je ne vais probablement pas vous apprendre grand-chose, je vais juste vous montrer comment je l'ai considéré pour mon étude. C'est d'abord l'œuf.
et ensuite l'éclosion. J'ai considéré les jeunes de l'année comme étant les individus de 0 à 1 an. Donc, ça inclut la larve, mais aussi les individus un peu plus développés. Ensuite, le juvénile de 1 an jusqu'à la maturité sexuelle. Et finalement, l'adulte reproducteur. Pour commencer avec l'habitat, la qualité de l'eau, il y a plusieurs paramètres physico-chimiques qui sont importants pour le doré. Rab et collaborateurs 2020 en ont nommé plusieurs. La température est très importante. On voit que ça change dépendamment de l'étape du cycle vital. En général, 18 à 24 degrés, ça serait plutôt des températures d'été pour l'adulte. Alors qu'une incubation, c'est pour les œufs, ça se passe au printemps, donc un peu plus froid. Les larves également un petit peu plus froid, 15 à 20 degrés. Et finalement, en haut de 27 degrés Celsius, ça commencerait à être létal pour le doré. La clarté de l'eau, ici, on a la mesure du 10 de Secchi, ça serait 1 à 3 mètres. Donc, c'est assez turbide. Puis, ça donne que des lacs turbides, en Abitibi, il y en a beaucoup, notamment dans ces valeurs de Secchi-là. Productivité, il est assez tolérant, même si typiquement, c'est mésotrophique, là, donc environ dans la moyenne de productivité. Et l'oxygène dissous, il préférait 5 mg par litre, sauf qu'il peut quand même tolérer un peu plus bas, là, de 1 à 3. Et en bas de 1, par contre, ça serait mortel pour lui. Et le pH, il préfère dans une fourchette de 6 à 9. Donc, l'habitat, également la structure physique. Il y a une sélection de l'habitat selon le stade où le doré se trouve. J'ai fait un schéma d'un lac en vue transversale. La ligne noire, c'est le fond. Puis, on a aussi les macrophytes et les substrats rocheux. Pour commencer, les œufs sont déposés souvent en faible profondeur. Dans les lacs, c'est soit sur des hauts fonds, sur des rives qui sont exposées au vent dominant. C'est souvent bien important parce que l'effet des vagues, ça vient nettoyer le substrat rocheux puis ça enlève les sédiments. C'est important pour que les œufs puissent se déposer dans les interstices. Après l'éclosion, les dorés sont souvent soit confinés au site des frayeurs ou ils sont emportés par le courant et les vagues parce qu'ils sont très peu mobiles en raison du sac de vitellus là, qui entrave leur mouvement. Ensuite, dès qu'ils peuvent nager, là, ils utiliseraient plus la zone pélagique ou les couverts de macrophytes. Et j'ai écrit avant Tapedum lucidum, ça c'est le nom de la rétine du doré qui, lorsqu'elle se développe, ils deviennent très sensibles à la lumière. Sensibles à la lumière, mais aussi une bonne vue dans les habitats nocturnes. Donc, dès qu'elle se développe, finalement, ils transitionnent vers les habitats un peu plus profonds. Et cet habitat-là, il est à peu près similaire aux juvéniles et aux adultes. Donc, en résumé, là, la lumière, c'est très, très important. Et aussi la température. Ces deux-là ensemble, ça dicte une grande partie du métabolisme du doré jaune. Par exemple, dans des lacs à eau claire, pendant la journée, les dorés vont surtout se tenir dans les profondeurs ou sous un abri pour être couverts de la lumière. Et ils vont surtout sortir la nuit pour se nourrir. Donc, ils vont à ce moment-là venir en surface ou dans les zones plus profondes pour se nourrir. Alors que dans les lacs à eau trouble, ils peuvent se nourrir toute la journée puis ils utilisent une plus grande partie de l'habitat. Pour poursuivre avec les ressources alimentaires. Donc, les jeunes de l'année, il y a une évolution dans ce qu'ils vont préférer manger. Donc, après l'éclosion, ils sont tout petits, comme j'ai dit, ils utilisent seulement le vitellus. Donc, ils n'ont pas vraiment de proie. Et ensuite, quand ils commencent à être un peu plus mobiles, c'est des petits zooplanctons comme des rotifères, des copépodes naupliés adultes, ainsi que des cladoceurs. Ensuite, on continue avec des zooplanctons, mais de plusieurs plus grands, donc des copépodes cyclopoïdes, ensuite cananoïdes et finalement des daphnies. C'est à partir de 40 mm environ là, qu'ils transitionneraient vers des macro-invertébrés et des poissons pour finalement être complètement piscivores ou presque là, à partir de 100 mm. Alors, on remarque que plus doré est grand, plus la proie est grande. Puis, c'est vraiment important d'avoir la bonne taille de proie au bon moment. Par exemple, à partir de 40 mm de longueur, il a été trouvé dans une étude que le régime uniquement de zooplancton, ça entraînait une croissance négative, donc une perte de masse finalement. Je fais aussi remarquer, je veux juste préciser que des études qui ont été faites ne sont pas toutes en milieu naturel. Donc, il y en a qui ont été en laboratoire, là, comme au début du stade de vie, c'est plus difficile d'étudier le doré, donc c'est souvent des études en laboratoire. Puis après, ça devient un peu plus simple là,
de venir faire les échantillonnages. Je fais aussi remarquer que toutes ces tailles-là, finalement, ça correspond aux couleurs que je vous ai montrées dans le schéma tantôt. Donc, par exemple, entre le bleu et le rouge, c'est là la transition entre le milieu pélagique de faible profondeur et finalement les profondeurs où il y a des macro-invertébrés. Pour le restant de la présentation, je vais toujours mettre ce petit symbole-là pour quand je parle des jeunes de l'année. Donc, c'est juste pour vous aider à vous repérer facilement. Là, le petit poisson bleu, c'est les jeunes de l'année. Et le petit poisson noir, c'est les adultes et les juvéniles. Je les mets ensemble parce que souvent, ils sont considérés ensemble là, dans mon étude. Donc, pour poursuivre, les ressources alimentaires des juvéniles et des adultes, bien, ils sont presque exclusivement piscivores et ils sont généralistes. Donc, ils vont vraiment manger ce qui se trouve dans leur habitat, même si souvent la perche chaude, c'est la proie principale. Ils vont également être opportunistes, là, puis peut-être manger des larves d'éphémères au printemps, des sangsues, des écrevisses ou des grenouilles. La compétition et la prédation, c'est très important. Donc, juste un exemple, là, quand le grand brochet et la chigan grande bouche sont présents dans un écosystème, il a été montré que c'est moins probable que le doré se maintienne dans un lac. D'autres autres compétiteurs, c'est juste pour en nommer quelques-uns. Il y a le doré noir, le grand corégone, la perche chaude et le masquinongé. Là, tout ce que je viens de vous décrire, en fait, c'est comme la théorie, là, c'est qu'est-ce qui est idéal pour le doré, mais c'est pas comme ça partout. Hein. Il y a des écosystèmes qui ont été dégradés. Par exemple, en Abitibi-Témiscamingue, que ce soit des problématiques historiques ou actuelles, mais ça a dégradé les lacs. Donc, par exemple, l'industrie minière était vraiment importante ici, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier les usées municipales et les plantes exotiques envahissantes. Donc, tout ça, là, cet ensemble de perturbations-là, c'est de ça que je parle quand je dis un écosystème dégradé. Et cette dégradation-là, ça a perturbé les populations, par exemple, les populations de dorés-jaunes. Qu'est-ce qu'on fait quand une population est perturbée? Ben, ce qui est bien populaire, c'est d'ensemencer, que ce soit pour restaurer ou aussi soutenir des pêches. Simplement, par exemple, au Wisconsin, des lacs qui sont soutenus naturellement, donc sans ensemencement, sont passés de 68 % en 1993 à 37 % en 2018. Ça monte, ça vient comme un peu sonner une cloche, là, comme quoi, même si on ensemence, ça continue quand même à baisser, puis il faut toujours ensemencer plus. Pourquoi est-ce que ça diminue comme ça? Ben, c'est surtout des impacts des activités humaines, là, que ce soit sur les frayères, la qualité de l'eau ou les espèces exotiques envahissantes, mais aussi la surpêche. Donc, l'ensemencement, il y a un succès variable et difficilement prévisible, ce qui fait que les investissements que les gestionnaires mettent sont souvent pas garantis. On ne sait pas si ça va fonctionner au moment où on ensemence. L'objectif principal de l'étude, donc, c'est de déterminer si les lacs dégradés par les activités humaines de la ceinture arachideuse canadienne offrent des conditions écologiques nécessaires pour permettre le recrutement naturel des populations de dorés jaunes, naturel sans ensemencement. L'hypothèse principale, donc en général, on pense que les lacs non dégradés vont offrir des conditions écologiques plus favorables et pour tous les stades de vie, en comparaison avec les lacs dégradés. Cependant, on garde en tête que si certaines fonctions écologiques sont maintenues, il est quand même attendu que les populations se maintiennent. Donc, l'idée, c'est un peu de venir identifier c'est quoi ces fonctions écologiques clés-là, puis où est-ce qu'on pourrait peut-être agir pour améliorer l'état des lacs dégradés. Ça ici, ça représente mon étude dans un seul schéma. Puis, je vais prendre le temps de le décortiquer comme il faut, hein, avec, premièrement, l'aire d'étude et le design expérimental, et ensuite, tous les types de mesures qu'on va prendre et les objectifs spécifiques. Également, je vais revenir là-dessus plus par la fin, mais il y avait un objectif de plus dans mon tableau, que c'était une petite coquille que j'ai oublié d'enlever. Donc, c'est sur la reproduction puis les frayères. Donc, je vais vraiment, il est en annexe dans le document, mais je vais y revenir plus vers la fin. Donc, pour l'instant, on regarde l'aire d'étude et le design expérimental. Donc, il y a 4 lacs, 2 lacs dégradés, 2 lacs témoins. Nos lacs dégradés sont le lac Ossisco et Dufaux, où il y a des populations de dorés jaunes qui sont ensemencées. Donc, on ne sait pas vraiment comment se passe le recrutement. Et nos lacs témoins, les lacs Vaudrey et Dufay, n'ont pas de population ensemencée, donc on assume que le recrutement naturel est suffisant pour maintenir une population. Voici juste une carte là, de l'aire d'étude. Donc, on voit bien que le lac Dufaux et Ossisco sont
près du centre-ville de Rwanda. Donc, ça, c'est à cet endroit-là où il y a eu la majeure partie des perturbations historiques, là, et même actuelles encore avec la fonderie. Mais il ne faut pas oublier toutes les mines qu'il y a eu par le passé qui étaient près du centre-ville. Et le lac du Feu et Vaudrey qui sont à l'extérieur de la ville. Par contre, là, je porte votre attention à la flèche qui est en haut à droite. Là. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi ça pointe vers le nord. C'est parce que c'est les vents dominants. En Abitibi, les vents dominants sont surtout d'ouest, donc ce qui fait que les vents du centre-ville de Rwanda se rendent un peu plus au lac Vaudrey qu'au lac du Feu, par exemple. Pour présenter un peu plus en détail les lacs dégradés, d'abord le lac Ossisco, si on prend les années 70, il y a l'étude de Savard qui indique qu'il n'y avait plus de poissons ou de vie benthique dans ces années-là. Par contre, il y a eu plusieurs actions importantes là, qui ont amélioré l'état du lac, là, comme la création des digues en 1968 et aussi le traitement des eaux usées, parce que la ville a déversé ses eaux usées jusqu'en 1998. Le lac du Faux, il était également fortement dégradé, de sorte que le dernier doré aurait été observé en 1955, jusqu'au moment où il y a eu de l'ensemencement. Après ça, il y a eu des dorés, évidemment. Dans le lac Ossisco, il y en a environ 94 000 qui ont été ensemencés, et dans le lac du Faux, 1 500 000. Aussi, il faut prendre attention aux dates. Comme Ossisco, il y a eu le dernier ensemencement en 2018 et du Faux 2015. Donc ça veut dire que les dorés qu'on va attraper dans l'étude, par exemple les jeunes de l'année, on est sûr que ce n'est pas des dorés qui sont ensemencés, on sait que c'est des dorés qui viennent du lac ou des environs. Toujours les dorés ont été ensemencés de Stade Fretin, puis ils venaient des lacs de la région de Rwanda, à part quelques petites exceptions. Les lacs témoins, le lac du Fé est à 41 km du centre-ville de Rouen et à l'opposé des vents dominants. Et il y a très peu de perturbateurs anthropiques, c'est un lac qui est assez isolé. Le lac Vaudrey, à 31 km du centre-ville, par contre, dans le sens des vents dominants, comme j'ai dit, c'est assez important parce que ça a fait qu'il y a une contamination intermédiaire aux métaux lourds. Également, il y a plusieurs chalets sur la rive, là, donc c'est juste des choses à garder en tête quand je vais analyser mes résultats parce que oui, c'est deux lacs avec des populations de dorés non ensemencées, mais ils ont quand même deux contextes différents puis des perturbateurs différents. Bon, je vais passer au travers de l'aire d'étude. Donc maintenant, je vais vous présenter les mesures qu'on va faire. Je vais prendre une gorgée d'eau, 2 secondes. Il y a des mesures environnementales et directes. Les mesures environnementales, ça inclut l'habitat et les ressources alimentaires, qui sont les objectifs spécifiques 1A et 1B. Et les mesures directes qui sont directement sur le doré, que ce soit l'abondance, qui est l'objectif 1C, ou la croissance et les conditions physiques, qui est mon deuxième objectif. Je vais commencer par vous présenter toute la section habitat. Notre objectif, c'est d'évaluer pour les jeunes de l'année, les juvéniles et les dorés adultes, la disponibilité en habitat. Ce qu'on suppose, c'est que la compatibilité de l'habitat va être différente entre les 4 lacs parce que c'est 4 lacs différents. Par contre, elle va être plus faible dans les lacs dégradés, principalement à cause des effets de l'urbanisation et des activités industrielles sur la qualité de l'habitat. Pour l'échantillonnage, on va échantillonner la structure physique et la qualité de l'eau. Pour la structure physique, on va sillonner les lacs Ossisco et du Fé avec un échosondeur pour avoir des mesures de profondeur, type de fond et macrophyte. Et on va compléter les cartographies avec des observations visuelles. Pourquoi je n'ai pas mis les lacs du Faux et Vaudrey? C'est parce que c'est très long à faire l'échosondeur. On a fait le lac Ossisco déjà. C'est très long à faire. Puis les lacs du Faux et Vaudrey sont beaucoup plus grands. Donc, pour ceux-là, on va plus utiliser des données déjà disponibles, des bathymétries, là, par exemple, disponibles sur les applications de nautique. Pour la qualité de l'eau, on va échantillonner 3 stations pélagiques par lac, donc à chaque saison, ce qui va représenter les différents stades de vie. On va échantillonner le pH, l'oxygène, la température et la conductivité avec une sonde RVR. Et la zone photique et la turbidité vont être échantillonnées avec une sonde Licor et un disque de Secchi. Ensuite, la biomasse en phytoplancton, ça va être plus en laboratoire là, avec des filtrations et des petits filtres en fibre de verre. La concentration en azote et en phosphore, ça va être échantillonné sur le terrain, mais analysé par le grill à Montréal. Donc ça, c'est pour plus la productivité du lac. Les analyses que je propose, c'est de combiner la structure physique et la qualité de l'eau, parce que selon moi, c'est indissociable.
Ce que je propose, c'est de créer des modèles numériques de terrain. Donc, c'est en 3 dimensions là, pour illustrer l'habitat du doré selon différents critères, comme par exemple le pH ou l'oxygène, ou même des combinaisons de critères, température ou lumière. Ce que je propose, c'est une visualisation ou un modèle par saison, étant donné qu'on échantillonne la colonne d'eau à chaque saison, et de calculer la compatibilité de l'habitat. Ça, c'est en anglais Habitat Suitability Index pour comparer les lacs. Donc voilà. Pour l'objectif spécifique 1B maintenant, les ressources alimentaires, c'est encore une fois pour l'ensemble du cycle vital. On va venir évaluer les ressources alimentaires disponibles et utilisées. Ça, c'est bien différent, les deux, hein, disponibles et utilisés. Si je peux faire un exemple, là, supposons que tu as une assiette. Ce qui est dans l'assiette, c'est ce qui est disponible. Puis ce qui est utilisé, c'est ce que tu manges. Donc, pour le doré, c'est différent, ce qui est disponible et utilisé aussi. Ce qu'on suppose, c'est que la diversité en ressources alimentaires, que ce soit en espèces ou en taille, elle va être plus faible dans les lacs dégradés et aussi les réseaux trophiques vont être plus simples dans les lacs dégradés. Pourquoi? Parce que les espèces moins tolérantes à la dégradation sont souvent peu abondantes ou même absentes, ce qui réduit la diversité de proies pour le doré. L'échantillonnage pour les jeunes de l'année. On va échantillonner l'abondance et la diversité en zooplancton en prenant 2 réplicas de 20 litres représentatifs de la colonne d'eau. On va juste filtrer avec un filet qui a des mailles de 50 micromètres. Pour les invertébrés, c'est aussi l'abondance et la diversité qu'on va venir échantillonner avec un filet de troubleau dans la zone littorale. Donc, un filet un peu plus grand, là, 350 micromètres pendant 30 secondes. Donc, c'est de brasser le substrat pour faire relever les invertébrés pour ensuite les échantillonner. Tous les échantillons vont être préservés dans l'éthanol pour être identifiés, comptés et mesurés plus tard en laboratoire. Maintenant, pour les ressources utilisées, on va devoir prélever des individus, alors soit des larves ou des jeunes entre 0 et 1 an. L'échantillonnage, ça va être avec l'objectif 1C, donc je vais vous expliquer un peu plus tard exactement ça va être comment, mais en gros, on va en échantillonner et ensuite, on va les congeler à moins 80 degrés pour les lyophiliser, broyer, encapsuler, tout dans des capsules d'étain pour finalement l'envoyer au laboratoire du Québec à Trois-Rivières pour qu'ils fassent des analyses pour nous. Ils sont équipés pour ça. Puis si les individus sont un peu trop grands pour être complètement broyés, ben, on fait juste prélever un morceau de muscle. Les analyses statistiques, les tests proposés, donc les ressources alimentaires utilisées et disponibles. Donc, pour les ressources utilisées, on a des densités de zooplancton et des densités d'invertébrés. Donc, ce serait un modèle général linéaire mixte pour comparer les densités entre les lacs ou une permanova pour comparer toute la communauté. Et les tailles de zooplancton et d'invertébrés, c'est simplement une ANOVA ou encore une permanova pour comparer les lacs entre eux. Donc, est-ce qu'il y a une grosseur, par exemple, de Daphnie qui est plus petite dans les lacs dégradés que dans les lacs non dégradés? Ça peut être important pour le doré. Pour l'acide disponible, c'est là que les isotopes vont être utiles. On va prendre les signatures isotopiques de carbone 13 et d'azote 15, puis on va utiliser des modèles isosources ou des mélanges bayésiens pour venir définir le régime alimentaire des jeunes de l'année. Donc, par exemple, on va avoir une signature isotopique pour le zooplancton, une signature isotopique pour les invertébrés, puis on va avoir la signature pour le jeune de l'année. Donc, en sachant tout ça, on va être capable de dire, OK, par exemple, les jeunes de l'année, ils mangent 30% de zooplancton puis 40% d'invertébrés. Je dis n'importe quoi comme chiffre, c'est juste pour dire, on va être capable de dire qu'est-ce qui compose le régime alimentaire à long terme. Pour les adultes maintenant et les juvéniles, donc, comme j'ai dit, c'est les poissons qui sont importants. Donc, on va échantillonner les communautés. On va avoir 2 grandeurs de filets différents, là, un pour les tout petits poissons puis un pour les plus grands poissons. Donc, on va commencer avec des bourrolles et des filets d'amas FX de 10 mm. Et pour les plus grands poissons, on va prendre des filets de maille graduels de 25 à 152 mm. Pour tous les poissons capturés, pas juste les dorés, toute la communauté, on va prendre une identification à l'espèce, une longueur et un poids. Les filets vont toujours être positionnés perpendiculairement à la rive, à des profondeurs de 0,5 à 5 mètres pour les petits filets et de 2 à 15 pour les grands filets. Les filets vont être laissés pendant 24 heures maximum, toujours, et les poissons vont être manipulés selon un protocole d'éthique animale de l'UQAT et aussi en ayant obtenu un permis scientifique provenant du MELCC-FP.
Les ressources utilisées par les juvéniles et les adultes, encore une fois, il va falloir capturer les individus. C'est un minimum de 30 par lac qui vont être euthanasiés selon le protocole d'éthique. Par contre, là, je tiens à dire que la majorité des individus vont être déjà capturés lors des pêches annuelles du ministère pour les grands filets, mais nous, on va quand même tout faire les pêches avec les plus petits filets. Donc, ça va être un peu un travail partagé. Pour chaque individu, il y a un estomac et un morceau de muscle qui va être prélevé. L'estomac va être mis dans l'éthanol 95% pour être disséqué par la suite pour savoir son contenu. Puis les muscles sont congelés directement. Puis ensuite, on fait la même procédure qu'avec les jeunes de l'année. Là, on les prépare dans une petite capsule d'étain, puis on envoie ça à Trois-Rivières pour qu'ils nous fassent les analyses. Les analyses statistiques que je propose, c'est encore divisé de la même manière, ressources disponibles et utilisées. Pour les ressources disponibles, on a les abondances et diversité en poissons pour pouvoir faire des modèles généraux linéaires mixtes. Et ensuite, l'estomac, on va avoir, par exemple, la masse, donc qu'est-ce qui est dans l'estomac, et la diversité, donc le nombre d'espèces ou de familles qui sont dans l'estomac. Et ça va encore être des modèles généraux linéaires mixtes. Pour les ressources utilisées, c'est encore les isotopes stables. Donc, c'est un peu la même démarche qu'avec les jeunes de l'année. On peut vraiment venir savoir qu'est-ce que les dorés mangent. Maintenant, pour l'objectif 1C, l'abondance, c'est des mesures directes sur les dorés. On va venir évaluer pour l'ensemble du cycle de vie l'abondance des individus. Donc, ce qu'on suppose, c'est que l'abondance en jeunes de l'année et juvénile, elle va être plus faible dans les lacs dégradés. Par contre, celle en adulte, elle va peut-être être égale à cause que l'ensemencement qui a été fait pourrait venir compenser. Par contre, pour les jeunes de l'année et les juvéniles, on pense qu'ils vont être moins abondants, surtout à cause du succès de reproduction qui est réduit par l'urbanisation en général et aussi les œufs qui sont impactés par les métaux lourds. Les jeunes de l'année, on va les échantillonner pour les 4 lacs après la fraie du printemps prochain, 2023. À chaque lac, il y a 2 transects présélectionnés qui vont être parcourus pendant 3 minutes en traînant un filet là, à faible profondeur, de 0 à 1 mètre. Puis, on va calculer le volume d'eau filtré avec un débitmètre. Puis ensuite, on va identifier toutes les larves qu'on va avoir eues, parce que ça ne sera pas juste des dorés, évidemment. Puis ensuite, après l'identification complétée, on va les préserver dans l'éthanol ou congeler à moins 80, dépendamment de si on veut faire des analyses d'isotopes stables, comme je disais, pour les jeunes de l'année tantôt, ou si on veut simplement pour avoir l'abondance, donc pour les conserver pour plus tard. Pour les juvéniles et les adultes, c'est encore une fois l'échantillonnage annuel du ministère, les pêches avec filet, qu'on va peut-être venir compléter là, avec une pêche électrique pour les juvéniles lors de l'automne prochain. Les analyses, donc c'est un peu le même principe pour chaque stade de vie. C'est un nombre d'individus capturés par unité d'échantillonnage. Pour les dorés de l'année, donc c'est simplement le nombre d'individus capturés par litre filtré. Et les juvéniles, ça serait plutôt des minutes d'échantillonnage avec la pêche électrique. Et les adultes, c'est le nombre d'adultes capturés par filet installé dans les lacs. Donc, dans tous les cas, un modèle linéaire général mix est encore une fois approprié pour venir vraiment différencier l'abondance des différents stades de vie dans les différents lacs. Le dernier objectif, croissance et conditions physiques. Ici, on s'intéresse juste aux dorés adultes. Donc, on a regardé sa croissance et conditions physiques. On pense que la croissance annuelle et la condition physique des dorés adultes elle va être plus faible dans les lacs dégradés que non dégradés. Parce que les poissons, en général, ils doivent dépenser plus d'énergie pour éliminer les toxines de leur métabolisme, donc comme les métaux lourds, ça en est un exemple. Ce qui fait en sorte qu'il y a moins d'énergie qui peut aller vers la croissance, et ça se reflète aussi sur la condition physique. L'échantillonnage, c'est encore les pêches annuelles du ministère, sauf qu'il y a des otolithes qui vont être prélevés pour les différents individus qui vont faire en sorte qu'on va connaître l'âge. Et les mesures de longueur et de poids vont être utilisées pour estimer la condition physique. Donc, c'est juste un ratio là, entre la longueur et la condition physique. Par exemple, un poisson qui serait très massif par rapport à sa longueur, ben, c'est un poisson qui a accumulé beaucoup de graisse, puis il est en bonne condition physique. Les tests statistiques, on a la condition physique d'abord qu'on pensait faire une régression linéaire multiple. Comme ça, on va être capable de venir voir l'évolution de la condition physique dépendamment de différents critères.
Et pour l'âge, ça serait plutôt des courbes de croissance. Donc, qu'on va faire une ANCOVA afin d'avoir les différentes courbes de croissance dans les différents lacs. J'ai fini mon schéma. Donc, tous les objectifs sont là-dessus. Puis, je voulais également vous présenter l'objectif 3 qui était dans le document, mais qu'en réalité, il était annexé. Donc, c'est un volet qui est exploratoire. Ça serait intéressant de le faire parce que c'est juste ça qui manquerait pour couvrir le cycle de vie au complet, c'est les œufs. Par contre, je suis très conscient que c'est un projet qui est très ambitieux. Puis il y a beaucoup de choses déjà, donc c'est vraiment un si on a le temps, finalement. Par contre, ça serait vraiment intéressant parce qu'il y a une étude qui a été faite dans le lac Ossisco et Dufaux récente en 2018 qui a été étudié le potentiel de frais des dorés. Donc, ils sont allés échantillonner les lacs, puis ils ont conclu dans leur étude qu'il y avait un faible potentiel parce qu'il y avait trop de sédimentation. Donc, les frayères étaient colmatées, puis les sédiments, c'est pas ce que le doré préfère. Cela dit, il n'y a aucune donnée sur le vrai succès de la fraie. Donc, c'est quoi le taux d'éclosion des œufs, puis c'est quoi le développement embryonnaire. C'est comment qui se passe, c'est quand la mortalité, par exemple, des œufs. Donc, ce que je propose, c'est d'aller échantillonner ça pour avoir des données. Donc, après la fonte des glaces, aller échantillonner 3 frayères au lac Ossisco et 3 au lac du Fay. Dans les lacs Ossisco, les frayères sont connues quand même. L'étude a déjà identifié les endroits où les dorés se rassemblent. Et dans le lac du Fay, les frayères sont très bien connues. C'est un lac que le ministère va souvent pour faire le suivi. Ça serait d'aller à ces 3 frayères-là, puis de récolter 30 œufs à tous les jours avec un filet de troubleau et une pompe. Et pour chaque œuf, regardez leur état. Donc, est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort? Puis, c'est quoi son stade de développement? Il y en a 3 principaux. Ce serait quand il vient tout juste d'être pondu, il est encore collant, ou sinon, il est dans le développement, ou tout juste sur le point d'éclore, donc il y a un point noir qui apparaît sur les œufs. À tous les jours, ça serait aussi de prendre des données physico-chimiques avec une sonde RBR. Donc, la température, l'oxygène, le pH, c'est des données qui sont très importantes pour le succès de frais. Et aussi le type de substrat et la sédimentation aux différents sites. En sachant tout ça, on serait capable de venir isoler l'effet de la dégradation sur le succès d'éclosion des œufs dorés. Les retombées de l'étude, alors globalement, on pense que les facteurs limitants le maintien des ensemencements ils pourraient être identifiés avec le design de l'étude. Par exemple, on va venir vraiment regarder les différentes saisons et les différents stades de vie. Donc, on va être capable, en espérant, être capable d'identifier les endroits ou les moments qui sont clés pour le doré, de sorte à guider des futures interventions de restauration. Par exemple, au lac Ossisco, il y a un projet de restauration qui est en ce moment en cours qui vise à rendre le lac aux citoyens. Donc, ça passe aussi par les poissons qui sont très importants pour les gens de la région. Puis le doré jaune, c'est le poisson prédateur dominant du lac. Donc, c'est vraiment important d'en avoir le cœur net, là, puis de vraiment venir explorer plus c'est quoi ces réponses face aux dégradations. Également, les lacs Ossisco et Dufaux ont été ensemencés, comme j'ai dit. C'est une bonne occasion d'évaluer le succès de l'ensemencement, mais aussi de peut-être guider des pistes de solutions là, pour comment améliorer le processus, puis comment améliorer l'approche pour restaurer ces populations-là. Comment je vais faire pour rentrer tout ça dans 2 ans? Vous vous demandez. On est déjà rendu à l'hiver. Alors, au premier hiver, cet été, on a déjà échantillonné les ressources alimentaires et l'habitat, sans dire qu'on ne peut rien faire de plus, hein, parce qu'il reste un été qui s'en vient. Ça va être la prochaine occasion de venir remplir tous les trous qui manquent, puis toutes les améliorations qui vont pouvoir être faites. Cet hiver, on va retourner sur le terrain pour l'échantillonnage de l'habitat. Comme j'ai dit, je veux avoir des données sur toute l'année, donc il va falloir aller sous la glace aussi. Et l'été, ce serait à ce moment-là qu'on irait faire les œufs si on a le temps, et aussi l'échantillonnage des jeunes de l'année qui n'a pas encore été fait. Sinon, à part ça, le proposé de recherche, je suis en train de vous le présenter. Le laboratoire, ça va commencer cet hiver surtout, puis ça va se poursuivre ensuite pendant l'année prochaine. On va faire 2 conférences, une provinciale qui s'en vient tout bientôt, là, c'est au Grill, pour présenter une affiche, puis ensuite une conférence internationale là, qui ça va être plus les résultats du projet, puis qu'est-ce que le projet va amener. Les données sont, en tout cas, j'ai mis hiver-été, mais en réalité, ça se fait un peu quand j'ai le temps, puis souvent.
c'est déjà commencé un peu. Donc, ça va s'étirer de cet hiver jusqu'à l'été, en espérant avoir fini à l'automne. Finir le laboratoire qui manque à l'automne avec un stage, on espère, puis écriture d'articles et de mémoire à la dernière session. Je tiens à remercier les partenaires sans qui le projet ne serait simplement pas possible, que ce soit pour le financement des équipements ou des stagiaires ou peu importe, ou mon propre salaire également, il ne faut pas l'oublier. Sans eux, ça n'existerait pas. Et tous les stagiaires qui m'ont aidé cet été, ils sont nombreux, puis ils ont fait un travail incroyable que je tiens à souligner aujourd'hui. Et merci à vous, vous quatre, de m'avoir écouté pendant 30 minutes. Puis j'ai hâte qu'on discute ensemble du projet puis de tout ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Donc, merci beaucoup. Puis voilà. Merci. Et merci beaucoup. Si vous voulez, on peut commencer le tour de questions et de commentaires. Là. Si le protocole serait de commencer par le comité d'évaluation, puis ensuite d'aller au co-directeur Pascal et moi. Donc, on peut commencer par Eva, si vous bien. Okay. Est-ce que vous m'entendez? Je suis pas en mute, non? Oui, on s'entend mieux. Très bien. Okay. Mais premièrement, je voulais te féliciter, Patrice. J'ai trouvé déjà le débit était vraiment très bien décrit et la présentation était vraiment excellente. C'était vraiment très clair et la mise en contexte, tout était vraiment très, très clair, j'ai trouvé. Ensuite, j'ai trouvé le projet très, très ambitieux. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, même au ministère, on n'était pas capable de vraiment dissoudre